Bien, rebonjour à tous. Je vais faire une courte introduction à ces deux demi-journées pour parler un peu de poser le cadre général dans nos métiers, que l'on soit académique, journaliste ou expert. On a souvent tendance un peu à forcer le trait pour attirer l'attention et il faut faire des unes qui soient un petit peu sensationnelles. Donc on dit souvent que le monde ne sera plus comme avant quand on parle de géopolitique, de relations internationales, qu'il y a une révolution stratégique qui est en cours et pour essayer un peu de plus peser sur le débat. On l'a fait à plusieurs reprises, on l'a fait après le 11 septembre 2001, on l'a fait lorsque Barack Obama est arrivé au pouvoir. En réalité, ces événements étaient certainement importants, mais ils n'ont pas changé le monde. Ils n'ont pas changé l'ordre structurel des relations internationales. Si on prend le 11 septembre, il ne faut pas confondre le caractère à la fois émotionnel et spectaculaire de l'événement, bien sûr avec son côté drame télévisé en direct devant Mondiovision, mais la structure profonde des relations internationales n'a pas été changée par les attentats du 11 septembre. La place respective, c'est ça qui fait l'ordre international, la place respective des grandes puissances, qu'il s'agisse de la Chine, des États-Unis, du Japon, de la Russie, de l'Europe, n'a en rien été affectée par le 11 septembre en tant que tel. Les décisions qui ont été prises par la suite ont pu l'affecter, mais pas l'événement. De même, lorsque Obama a été élu, beaucoup ont dit qu'on entrait dans un monde tout à fait différent, qu'il allait réparer tous les dommages que George Bush avait fait et qu'on l'a vu un peu comme le président qui allait s'occuper du monde. Il s'est avant tout occupé des États-Unis. Il avait été élu pour cela, pas pour autre chose. Et donc, même si effectivement il y a une amélioration de la situation par rapport à son prédécesseur, ce qui n'était pas très compliqué, néanmoins, le monde n'a pas radicalement changé. Les grands problèmes sont restés les mêmes. Et d'ailleurs, son prix Nobel de la paix a été très largement anticipé. Donc, en fait, ces événements qui paraissaient importants n'ont pas changé le monde. Il est rare qu'il y ait des changements structurels, des changements d'ordre international. Il est rare aussi que lorsqu'il y a une alternance politique, la politique d'un pays change totalement. Les diplomaties, les politiques internationales peuvent être comparées au cours de tankers dont le trajet ne peut pas être modifié très rapidement parce que même s'il y a quelqu'un qui vient à la tête de l'État ou du gouvernement qui a une couleur politique du précédent, en fait, la géographie reste la même, l'histoire reste la même, les perceptions nationales restent les mêmes, l'ADN d'un pays reste le même et surtout les intérêts restent les mêmes. Donc c'est très très rare qu'un changement, qu'une alternance politique débouche sur un changement complet de politique. En France, le meilleur exemple, c'est lorsque François Mitterrand a été élu, beaucoup ont dit qu'il allait faire une politique internationale complètement différente de ce qui était sous la cinquième, et en fait, est né le gaulo-mitterrandisme, pour reprendre la formule d'Hubert Védrine, c'est-à-dire la continuation des grands principes de la politique de De Gaulle par celui qui avait été son principal opposant et qui sera son principal continuateur. Alors oui, bien sûr, lorsque Khomeini prend le pouvoir en Iran, il change complètement la politique de l'Iran. L'Iran, qui était l'allié fidèle des États-Unis, l'allié d'Israël, devient l'ennemi des États-Unis, qui sont le grand Satan, et l'ennemi aussi d'Israël. Mais ce changement, c'est un changement à l'échelle régionale. L'Iran ne pèse pas autant que cela sur l'échelle mondiale. Pour qu'il y ait à la fois un changement structurel des relations internationales, il faut qu'il y ait un changement radical de politique dans un pays, mais en même temps que ce pays soit un pays majeur. Et donc, plus que l'Iran, plus que... Oui, quand Lee Kuan prend le pouvoir à Singapour, c'est important, mais ça change Singapour, ça change l'Asie du Sud-Est, ça change pas le monde. Ça peut donner un modèle, qui sera suivi d'ailleurs, notamment par Deng Xiaoping, mais ça ne change pas les équilibres mondiaux. Les derniers événements qui ont vraiment changé les équilibres mondiaux, c'est lorsque Gorbatchev prend le pouvoir. Il est à la tête de la seconde puissance mondiale, qui est en bataille frontale avec le monde occidental, dans la guerre des euromissiles, l'Afghanistan, et il change totalement la politique de l'URSS, qui était une politique de confrontation, qui était la nouvelle guerre froide. On avait arrêté la détente, et lui veut même aller plus loin que la détente. Mikhail Gorbatchev, il veut passer à l'entente, avec une coopération réellement sincère entre Moscou et Washington. Il avait pour objectif aussi de régénérer le système communiste. Il est parvenu à mettre fin au monde bipolaire et à la guerre froide. Il n'est pas parvenu à changer le système. Ça lui a pris plusieurs années. Et puis aussi, quand Deng Xiaoping prend le pouvoir, qu'il met fin au slogan maoïste, il vaut mieux être rouge qu'expert pour prendre comme slogan qu'importe qu'un chat soit blanc ou gris pourvu qu'il attrape des souris, il change complètement la Chine. Mais quand vous changez complètement la Chine, vous changez complètement le monde, vu l'importance de la Chine. Mais il a mis 30 ans. Ça a pris 30 ans pour que le développement de la Chine, son entrée, et si 2001 est une date importante, c'est plus pour l'entrée de la Chine au sein de l'OMC que pour le 11 septembre, une fois encore, en impact structurel, pas en impact émotionnel. Et en fait, on voit que ces grands changements, ce sont des tendances.
Gorbatchev, il arrive au pouvoir, il met fin à la guerre en Afghanistan, il accepte un traité sur le désarmement nucléaire, les forces nucléaires intermédiaires, il parle de la maison commune européenne, et bon, il n'y a pas un jour, quand on dit que la guerre froide a pris fin le 9 novembre 89 parce que le mur de Berlin est tombé, non. Si le mur de Berlin est tombé, c'est que déjà, le monde bipolaire était effrité depuis longtemps et qu'on était passé déjà à une autre phase. C'est plus le résultat que le début. Là, ce que l'on voit, et pareil pour Deng Xiaoping, il serait difficile de trouver une date précise. Ce sont des processus. Et les processus courent sur le temps long. Donald Trump a changé le monde en quelques jours. Il n'a pas mis fin à la guerre en Ukraine en 24 heures, mais il a changé le monde en 24 heures. Parce que il a mis fin à ce que nous vivions comme étant le monde occidental depuis 80 ans, et il met fin au fur et à mesure à tout ce qui est l'ordre international établi en 1945, tel que Gérard et Nicole l'ont rappelé dans leurs interventions. Alors, il l'avait dit, il continue encore, et ce qui est curieux, c'est que les premiers concernés, qui sont les Européens, font semblant de ne pas le comprendre, semblant de ne pas l'entendre. Donald Trump nous dit qu'il ne veut plus de droit international et que le monde occidental n'est pas un concept qui l'intéresse, qu'il s'entend mieux avec Poutine qu'avec les différents dirigeants européens. Et nous pensons qu'il est encore temps de recoller les morceaux et que l'on va l'amener à la raison et que tout redeviendra dans un monde idyllique comme auparavant, au bon vieux temps de l'atlantisme, pour juger que ce temps fut idyllique ou non, ce qui n'est pas tout à fait certain. Donald Trump a deux ennemis, l'ordre international mis en place après la Seconde Guerre mondiale par les Américains, principalement par les Américains. Ça veut dire que l'ONU est un obstacle à la puissance américaine, que le droit international est un obstacle à la puissance américaine, et que les institutions internationales et le multilatéralisme est un obstacle à la puissance américaine. Et comme c'est un obstacle à la puissance américaine, eh bien on doit s'en débarrasser. D'habitude, un président américain qui arrive à la Maison-Blanche se demande, depuis 1945, comment gérer le système international. Donald Trump, lui, se demande comment y mettre fin. Et ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est plus le Parti républicain que l'on connaissait traditionnellement. C'est un parti MAGA. Tous ceux qui s'opposaient à lui ont été écartés. Et donc, il n'y a que des adorateurs et des gens qui célèbrent ses louanges et qui n'osent pas le contredire. Et donc, il pense qu'il a 4 ans pour changer le monde. Il ne va pas quitter l'ONU, mais il a quand même quitté l'OMS, l'UNESCO, et il va réduire les moyens de l'ONU, dont l'escalator ne marche pas, bien sûr, tu l'as bloqué, donc c'est pas tout à fait normal qu'il ne marche pas, et pour faire une grande déclaration sur toutes les guerres que l'ONU n'a pas pu empêcher, alors que lui, il y a mis fin de son plein gré et sans y avoir été remercié. Le droit international ne l'intéresse pas, parce que quand on pense que l'on peut reprendre le contrôle du canal de Panama, que l'on peut annexer le Canada et prendre possession du Groenland, qui fait partie intégrante du territoire du Danemark, membre fondateur de l'OTAN, comme l'est le Canada par ailleurs, c'est qu'on n'a pas un respect immense pour le droit international. Donc dans ces cas-là, on peut reconnaître effectivement l'annexion de la Crimée et du Donbass par la Russie. Je ne dis pas qu'il y a une possibilité de revenir dessus, parce que l'Ukraine n'a pas les moyens de regagner militairement les territoires. C'est une chose de reconnaître une situation de fait que de reconnaître une situation de droit. Ce qu'il veut faire, parce qu'il ne s'intéresse pas au droit international. Le droit international, c'est fait pour les faibles. Et comme les États-Unis sont forts, eh bien, c'est un obstacle. Et dans l'esprit de Trump, les puissants font ce qu'ils veulent et les faibles subissent ce qu'ils peuvent. Et puis, il va empêcher l'ONU d'agir par tous les moyens. Il va effectivement limiter toutes les institutions multilatérales. Et il parle même. Il n'est pas allé au sommet à la COP 31, COP 30, pardon, à Belém. Il n'est pas allé au G20 en Afrique du Sud, où c'est un représentant de l'ambassade et donc Cyril Ramaphosa a refusé de lui donner la passation des pouvoirs, et il pourrait dire que le président sud-africain n'est pas le bienvenu au prochain G20, et donc comme il a d'ailleurs empêché Yasser Arafat de venir, il était venu en 74, comme il a empêché Mahmoud Abbas de venir à l'Assemblée générale des Nations Unies, où un certain nombre de pays, dont la France, allait reconnaître la Palestine, en s'arrangeant le droit de refuser le visa, alors que l'État de siège des Nations Unies, normalement, n'a pas ce droit et aurait dû lui accorder de façon automatique un visa. Et quant à le monde occidental, ce concept naît après 1946, quand Churchill définit un rideau de fer qui sépare hermétiquement l'Europe en deux, de l'Est à l'Ouest, de Stettin sur les bords de la Baltique à Trieste en Adriatique. Tout ce qui est à l'Ouest devient le monde occidental avec les États-Unis et le Canada,
Eh bien, et ça a survécu à toutes les crises, ça a survécu à toutes les passations de pouvoir. Eh bien là, Donald Trump, qui déjà le mettait en cause au cours de son premier mandat, le fait encore plus au cours de son second parce qu'il pense qu'il a vraiment une mission pour le faire. Et donc, il vient dire que l'Union européenne a été créée pour entuber les États-Unis, que l'Union européenne est un ennemi et que il faut que les Européens cessent de désobéir aux États-Unis, qu'il s'agisse des taxes commerciales ou des dépenses militaires. Et donc, effectivement, le monde occidental tel que l'on connaissait, c'était 46 au rideau de fer, 47 Truman qui dit que les États-Unis prennent la tête du monde libre, 49 la création de l'Alliance Atlantique, 50 l'OTAN. Ben, tout ça, non. Donald Trump ne veut pas prendre la tête du monde libre parce que le monde libre ne l'intéresse pas. Quand on est ami avec Kim Jong-un, effectivement, on a assez peu d'appétit pour le monde libre. Et cette notion, d'ailleurs, que Biden avait mis en avant, qui était déjà contestable, démocratie versus pays autoritaire, devient un petit peu obsolète si elle jamais a été valide, parce qu'on peut se demander si à l'avenir, le clivage sera entre les pays qui respectent le multilatéralisme et les pays qui ne le respectent pas. Et il y a parmi ces pays qui ne respectent pas le multilatéralisme des pays autoritaires comme la Russie, mais aussi des pays démocratiques comme les États-Unis. Et donc c'est quand même quelque chose qui est important, puisque comme Fouzia, tu l'as dit en citant Edgar Morin, eh bien, il n'y a pas de solution unilatérale aux problèmes collectifs, il n'y a que des solutions multilatéralisme. Et comme l'avait dit Antonio Guterres lorsqu'il était à la tête du HCR, on a le droit d'être égoïste, mais on n'a pas le droit de ne pas être intelligent. Et il faut ne pas être intelligent de penser que des solutions nationales vont permettre de résoudre des questions qui sont forcément globales et multilatérales. Et donc, Trump nous dit que le monde occidental n'existe pas et que fait Madame van der Leyen? Eh bien, elle va le supplier dans son golfe privé, pour obtenir un accord commercial que l'on estime formidable parce qu'on est taxé qu'à 15%, contre rien pour les produits américains. Et en plus, Madame van der Leyen remercie le président Trump d'avoir rééquilibré les relations entre l'Union européenne et les États-Unis, alors qu'il n'y avait pas de taxes pour nous auparavant, il y a des taxes désormais. C'est une drôle façon de rééquilibrer cet accord et d'aller à Canossa, finalement. Thornbury, c'était Canossa pour elle. Au moins, elle n'a pas attendu 3 jours les pieds dans la neige comme Henri IV par rapport à l'empereur, par rapport au pape Grégoire. Mais c'était quand même une humiliation suprême. De même que c'était une humiliation suprême de voir les pays européens accepter le chiffre de 5% des dépenses du PIB en dépenses militaires, qui est au pif, parce qu'il n'y a aucune étude qui dit avec cet argent-là, on peut acquérir tel matériel, il y a telle logique stratégique. Non, c'est juste parce que Donald Trump l'avait mis en avant dans l'un de ses fulgurances. On a accepté tout cela. Et donc, il faudrait effectivement que l'Europe se réveille parce que Trump nous dit que le monde occidental n'existe plus et nous sommes comme des somnambules. On ne s'est pas réveillé. Il faut vraiment qu'il y ait un signal d'alarme qui nous réveille pour dire, puisqu'il nous dit que le monde occidental n'existe plus, puisqu'il préfère traiter la fin de la guerre en Ukraine avec Vladimir Poutine qu'avec Zelensky ou nous-mêmes, ben, il faut en prendre acte. Il faut en prendre acte parce que sinon, on ne fait que s'enfoncer un peu plus. Parce que plus nous montrerons faibles par rapport à Trump, ben, plus il nous méprisera. Et on voit que des pays qui lui résistent, comme l'Afrique du Sud, le Brésil, ne s'en sortent pas si mal, et bien sûr la Chine. Et donc peut-être que l'on pourrait se dire que une union qui fait 450 millions d'habitants et donc de consommateurs qui ont un fort pouvoir d'achat doit pouvoir tenir tête. Et bien sûr, l'enjeu futur, c'est tenir tête à l'offensive des GAFAM pour démanteler la régulation et la législation européenne sur le droit des grandes sociétés numériques que Trump veut démolir pour laisser libre droit, effectivement, à pas de règles et la liberté du renard dans le poulailler. Donc les enjeux sont énormes et je crois que plus que jamais par rapport à ce changement fondamental, le monde a vraiment changé. Il n'y a plus de monde occidental. Donc auparavant, on avait une coupure entre la Russie et le monde occidental. Maintenant, on a une coupure entre les Européens et les États-Unis par rapport à la Russie. C'est tout à fait différent. Trump va lever les sanctions et comment nous on va faire qui avons pris les sanctions. Et donc ce changement, sans parler de tous les autres défis dont Fouzaga a parlé, ce changement fondamental d'ordre national nécessite une réflexion à la fois intense, approfondie et libre, et c'est justement l'objet de ces géopolitiques de Grenoble.